Bienvenue sur ITV, bienvenue dans un entretien spécial consacré au plan national d'aménagement et de développement du territoire de l'Agence de l'aménagement du territoire dirigée par le directeur général Mamadou Djigo. Mamadou Djigo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alsan de m'avoir invité. Nous sommes aussi avec Soleil Astou Diagne, connu comme étant un grand économiste sénégalais qui travaille sur beaucoup de projets. Vous avez conduit deux projets sur le territoire, un sur le Magal, un autre sur le territoire sénégalais. Mais avant d'attaquer le débat pour aller au fond de ce plan qui est mis en place, qui a été validé le 24 janvier dernier par le chef de l'État dans un conseil présidentiel, nous allons voir ce que ce plan a fait et surtout ce film qui retrace un peu la naissance de ce plan. La première phase a posé les premiers jalons pour le renforcement du cadre de gouvernance territoriale, avec notamment la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité territoriale. La deuxième phase de la réforme est consacrée au renforcement des moyens des collectivités territoriales, à l'amélioration de la cohérence territoriale et à la mise en place d'une stratégie d'aménagement du territoire capitalisant sur les acquis du PSE. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, sous la houlette du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, a conduit l'élaboration du plan national d'aménagement et de développement territorial. L'objectif de ce plan est de développer le Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités des territoires. Le processus d'élaboration du PNADT, lancé le 30 décembre 2014, a été participatif et inclusif et rythmé par une série d'ateliers et de rencontres avec les acteurs nationaux et territoriaux. Les travaux ont mobilisé les services techniques de l'État, des experts nationaux et internationaux. Les techniques d'analyse spatiale les plus avancées ont été employées et ont permis d'avoir une bonne connaissance du territoire. Le PNADT est bâti autour de 5 axes d'intervention, dont l'environnement et les ressources naturelles, la démographie et les dynamiques spatiales, le système productif et la gouvernance territoriale. Le schéma de structure proposé comprend l'ensemble des éléments structurants permettant d'assurer une bonne occupation du territoire et une valorisation des ressources. Ainsi, pour promouvoir une armature urbaine équilibrée et un accès équitable aux services sociaux de base, il a été proposé une hiérarchisation fonctionnelle des établissements humains comprenant 5 niveaux. Le premier niveau est constitué de Dakar, qui est une métropole internationale qui va rivaliser avec les grandes métropoles africaines et mondiales. Le second niveau est représenté par les métropoles d'équilibre qui doivent contrebalancer le poids de Dakar et promouvoir l'émergence de pôles de développement à l'intérieur du pays. Les autres niveaux constitués des métropoles régionales, des villes secondaires et centres relais permettront d'assurer une bonne polarisation de l'ensemble du territoire national. Chaque niveau de la hiérarchie doit être doté d'une grille d'infrastructure et d'équipements lui permettant de jouer son rôle. Pour l'occupation du sol, le territoire est divisé en 14 grandes zones d'affectation, définies en fonction de l'aptitude des terres, de la disponibilité de l'eau, du couvert végétal, des potentialités minières, mais aussi de la sensibilité écologique. Pour chaque grande affectation, les filières à fort potentiel de développement ont été identifiées. La carte des grandes affectations du territoire constitue un outil de base d'aide à la décision pour la territorialisation des politiques publiques. En effet, elle permet d'une part d'orienter les choix de localisation des projets structurants initiés par l'État et les acteurs économiques et d'autre part de faciliter l'élaboration des politiques de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales ou leur regroupement. La valorisation des ressources territoriales sera impulsée à la base à travers les centres secondaires stratégiques, définis comme étant les établissements humains susceptibles d'être dotés d'une fonction stratégique grâce à la valorisation d'une ressource spécifique. Cette approche s'inspire notamment des exemples de la compagnie sucrière sénégalaise et de la station balnéaire de Saly, qui ont permis d'impulser le développement des localités de Richard Toll et Mbour. Ainsi, en se basant sur les ressources et potentialités des territoires,
Près de 10 catégories de centres secondaires stratégiques ont été identifiées sur toute l'étendue du territoire. Les centres agro-industriels sont orientés vers la transformation des produits agricoles, forestiers et des productions animales. Les centres industriels visent l'exploitation et la transformation des ressources minières et gazières et pétrolières. Les potentialités touristiques des territoires, elles, valorisées à travers différents types de centres touristiques. Les centres d'excellence artisanale permettront de structurer et de moderniser l'artisanat dans des localités dotées d'un savoir-faire reconnu en la matière. Les autres centres secondaires stratégiques sont essentiellement constitués de pôles de services et de commerce permettant de fournir des services spécifiques d'appui à la production. La mise en œuvre des centres secondaires stratégiques permettrait de promouvoir un développement territorial diffus et un développement industriel inclusif basé sur la valorisation durable des ressources et potentialités des différentes zones du territoire. Ces centres secondaires stratégiques, associés aux pôles économiques de premier plan constitués des métropoles, permettront d'asseoir une bonne structuration économique du territoire. Toutes les parties du territoire et les principaux établissements humains seront connectés par un réseau performant et multinodal d'infrastructures de transport. Ainsi, le réseau routier sera densifié, les métropoles d'équilibre seront connectées par un réseau autoroutier performant et le développement du réseau ferré permettra de faciliter le transport des marchandises et des produits à l'intérieur du Sénégal et à l'échelle de la sous-région. Le développement graduel des infrastructures aéroportuaires va faire du Sénégal un hub aérien de niveau mondial, tandis que le transport maritime et fluvio-maritime sera développé par le renforcement des infrastructures portuaires. Par ailleurs, dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz, notre stratégie d'aménagement énergétique du territoire doit être repensée, notamment avec une logique de déconcentration industrielle. C'est pourquoi il est proposé d'une part de mettre en place 2 plateformes pétrolières et gazières le long de nos côtes pour développer les chaînes de valeur pétrole-gaz et faire émerger de nouvelles villes. D'autre part, la mise en place d'un gazoduc et d'un oléoduc permettrait d'alimenter en énergie les grands centres urbains, la zone minière de Kédougou et certains pays de la sous-région, comme prévu par le schéma de développement de l'espace régional élaboré par l'UEMOA. Pour aboutir à cette structuration du territoire et mettre en œuvre les orientations stratégiques, au total, 250 actions couvrant les 5 axes d'intervention ont été proposées. Pour la mise en œuvre du PNADT, il a été identifié 5 instruments et mesures clés à mettre en place pour promouvoir son opérationnalisation. La première mesure est relative à l'adoption d'une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires permettant d'encadrer juridiquement le PNADT et les autres outils d'aménagement du territoire et les positionner dans le système national de planification. Et face au manque de moyens des collectivités territoriales, il est proposé de mettre en place un fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial pour financer notamment l'élaboration des documents de planification au niveau territorial qui constituent des instruments clés de mise en œuvre du PNADT. Par ailleurs, pour veiller à ce que l'implantation sur le territoire des nouveaux projets structurants soit conforme avec les orientations du PNADT, il est recommandé d'instituer un visa de localisation. Également, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de gestion foncière intitulé « Zone d'aménagement différé », permettant de sécuriser les assiettes foncières nécessaires à la réalisation des futures infrastructures, équipements collectifs et zones d'activité prévues par les documents de planification spatiale. Enfin, l'Observatoire national des territoires, cadre de collecte, de mutualisation, de traitement et de diffusion de l'information territoriale, va concourir au suivi et à l'évaluation de la politique d'aménagement du territoire. Il permettra d'assurer le suivi des dynamiques des territoires
et constitue un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des acteurs. Nous venons de suivre le document sur le plan d'aménagement et développement du territoire. Mamadou Djigo, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ce plan peut changer dans la vie des Sénégalais? Merci Alassane de nous avoir invités. Je profite de l'occasion aussi pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Vous dire que, vous savez, tous les pays qui sont développés dans le monde, ce sont des pays qui sont projetés. Le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, voulu par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, vient à son heure. Parce que, comme nous l'avons vu dans le documentaire, le Sénégal est un pays qui dispose énormément de ressources. Mais malheureusement, la population est très mal répartie à l'échelle du pays et cela s'explique du fait que tout est concentré à Dakar. Et il fallait aussi faire quelque chose pour qu'il y ait une bonne répartition spatiale à la fois de la population, des infrastructures, des activités économiques et aussi inciter à ce que les personnes, les Sénégalais, ne vivent plus dans des zones inondables, dans des zones non constructibles, en quelque sorte dans des zones à risque en réalité. Maintenant aussi, il y a les dynamiques spatiales et les dynamiques démographiques. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes 16 millions d'habitants. En 2035, nous serons 25 millions d'habitants. Cela veut dire que 25 à 26 millions d'habitants. Cela veut dire qu'il y aura 10 millions de Sénégalais en plus. Et ces 10 millions de Sénégalais en plus auront besoin d'éducation, de formation, de logement, d'électricité, de services, de transport, et ainsi de suite. Et pour bien les accueillir, il faut une anticipation. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de voir que ce plan a été validé le 24 janvier 2020 par le président de la République. Et permettez-moi aussi, avant de donner la parole peut-être à mon ami Souleymane Astou Diagne, qui a eu à travailler dans ce plan, qui a eu à émettre ses idées et à participer à l'élaboration de ce plan. Parce que ce plan, comme j'avais l'habitude de le dire, c'est une combinaison systémique des intelligences des Sénégalais. Parce que c'est quasiment tous les acteurs territoriaux qui ont eu à participer à l'élaboration de ce plan. Souleymane Astou Diagne, vous travaillez dans l'économie. Qu'est-ce que ce plan peut changer sur la structure économique du Sénégal? Parce que les gens disent que l'économie sénégalaise est duale. C'est-à-dire qu'il y a l'économie des villes et celle des campagnes. Aujourd'hui, la mise en œuvre de ce plan peut-il fondamentalement changer la vie des Sénégalais de l'intérieur? Bon, avant de répondre à votre question, déjà vous remercier pour l'invitation. Je remercie également le directeur général de l'ANAT, M. Mamadou Djigo, que je félicite pour l'excellent travail qu'il a réalisé à la tête de l'agence depuis qu'il a été nommé par le président Macky Sall. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les jeunes constituent le fer de lance de l'émergence de notre pays. Il en est une parfaite illustration. Alors, concernant en fait le plan par rapport à l'économie du Sénégal, comme il l'a dit tout à l'heure, une économie ne peut pas se développer sans planification. On a vu dans le reportage, effectivement, que le Sénégal dispose de beaucoup de ressources. Souvent, il y a des aspects, souvent, elles sont méconnues, ou bien elles ne sont pas utilisées à bon escient par les Sénégalais. La première ressource, c'est l'espace. Et là, avec la mise en place du plan national de développement et de l'aménagement du territoire, il marque aujourd'hui la manière dont le territoire est conçu dans les politiques publiques, parce que le territoire était considéré comme un fait exogène, qui ne fait pas partie des données. Mais avec le plan, on sait que maintenant, le territoire est une donnée endogène dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il a montré dans le documentaire des exemples, par exemple, sur la localisation de certaines industries, ou le problème de l'occupation anarchique de la voie publique, ou les inondations montrent effectivement que nous devons prendre en compte le territoire comme étant une donnée endogène.
Alors, ce que ça va changer pour les Sénégalais, c'est que si le plan est bien administré, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le faire d'un seul coup, ça va prendre des années, voire des décennies, pour pouvoir arriver à l'optimalité, mais ça permettra une meilleure réorganisation des activités économiques au niveau de notre territoire. Et de pouvoir également doper les territoires en fonction de leurs avantages comparatifs, d'accord? Et l'objectif étant, comme ils l'ont montré dans le documentaire, de résorber le gap de compétitivité qui nous sépare des grands pays. Aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, ils ont montré que le déficit commercial du Sénégal est déficitaire d'une manière structurelle. Ça, c'est une interrogation. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire aux étudiants à l'université que quand vous achetez un bien à l'étranger, vous créez un emploi dans ce pays. Et en même temps également, vous détruisez un emploi dans votre pays. Si les Sénégalais, par la réorganisation du plan national d'aménagement et de développement territorial, permet une meilleure organisation de la production à l'échelle de notre pays, ça va permettre de résoudre un peu le problème du déficit structurel. Et ça, ce sont les Sénégalais qui vont en profiter parce que ce sont des emplois qui seront créés ou localisés à l'intérieur de notre pays. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour que le directeur général de l'ANAT soit appuyé pour la phase qui suit. Moi j'ai été acteur de ce plan. Maintenant, ce qui reste, après avoir fait l'état des lieux et mettre en place tous les masques, parce que moi également, comme vous l'avez dit, j'ai fait des études sur le territoire au Sénégal. Et tout ce qui est dans le plan me parle, parce que j'ai été au contact des acteurs locaux, et même dans les plus très fonds villages, dans la région de Diourbel, dans la région de Thiès, pour faire des enquêtes et de voir les liens qu'ils entretiennent avec le territoire. Et ça permet de dire que si le plan est administré, et ça c'est le défi à venir, le Sénégal va tirer énormément de profit du travail de l'ANAT. Et ça c'est tout ce qu'on souhaite. Justement, le pays comme le Sénégal, qui est obligé aujourd'hui, même pour un cure-dent, de l'import de la Chine, le cure-dent fait 6000 km venant à Dakar. Est-ce que ce plan aujourd'hui peut compenser ces déficits? Le plan, s'il est mis en œuvre, en fait, c'est quasiment pour régler tous les problèmes qu'a connus notre pays. Vous le savez, nous avons la chance d'avoir un président qui, avant d'être élu à la magistrature suprême, a eu à faire le tour du pays. Lui-même, il l'a dit dans son discours lors du conseil présidentiel pour la validation de ce plan. Il a dit qu'il avait fait les forêts du Sénégal. Il a été à côté des lacs, des rivières, de l'eau, dans les zones transfrontalières, dans les zones minières. Il a eu à constater ce que nous avions. Il a eu à constater l'enclavement du Sénégal, la méconnaissance de nos ressources par rapport aux populations. Il a eu à constater tout cela. C'est la raison pour laquelle, quand il a été élu en 2012, lors du conseil présidentiel sur les inondations, il a voulu régler tous ces problèmes de façon structurelle, de façon systémique. Il a dit qu'il me faut un excellent plan d'organisation spatiale qui associe à la fois la planification économique et la planification spatiale. Ce qui fait qu'on corrige les problématiques liées au passé, on gère bien le présent et on anticipe sur le futur. Maintenant, qui dit tout cela dit préparer les populations à mieux connaître le territoire, à mieux connaître ses ressources, à avoir les compétences, l'ingénierie pour la gestion, l'exploitation de toutes ces ressources, afin de permettre aux Sénégalais, pour la plupart, de rester chez eux, de s'éduquer chez eux, de se former chez eux, de travailler chez eux et de vivre dignement là où ils sont en réalité, en fait. Justement, M. Djigo parlait tantôt en termes d'anticipation. On voit aujourd'hui, avec le coronavirus qui sévit en Chine, que la Chine s'est avérée être l'atelier du monde, que nos économies dépendent de la Chine. Est-ce que ces genres de plans aujourd'hui qu'on met en œuvre peuvent aider à réduire cette dépendance-là? Oui, c'est l'objectif substantiel du plan.
L'objectif substantiel du plan, c'est de doper la compétitivité nationale par une meilleure réorganisation des territoires. C'est de dire, par exemple, l'exemple du cure-dent que vous avez donné, c'est un produit qu'on achète de Chine. Ça fait 6000 km pour atterrir dans nos enseignes. L'objectif, c'est de voir sur le plan national où est-ce qu'on peut localiser ce type de produit en raison des facteurs endogènes des territoires pour essayer d'aider l'artisanat local ou l'industrie locale à pouvoir produire le produit et de nous séparer, enfin de nous débarrasser de la dépendance avec les produits étrangers. Alors, donc c'est tout l'objectif qui est recherché dans la planification du plan qui permet aujourd'hui aux décideurs d'avoir une lecture, une cartographie réelle des ressources dans les territoires et également de pouvoir le cumuler avec les potentialités en termes de production de biens et de services. D'accord? Alors, et donc, aujourd'hui, il est clair que sans ce plan, il ne peut pas y avoir une meilleure organisation de nos territoires. On risque de marquer le plat sur place. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'étape suivante consiste à mettre en œuvre le plan. Pour dire que les difficultés commencent. Et ça, le directeur général le sait. Les difficultés commencent parce que pour planifier, il faudra bousculer des habitudes, bousculer des traditions administratives, politiques, etc. Et que les agents économiques qui sont sur le terrain, n'ayant pas souvent les changements, parce que ils ne s'habituent pas à faire des projections dans le futur, ça peut créer quelques problèmes. Mais avec la pédagogie qu'on connaît au directeur général de l'ANEF, je crois que la mise en œuvre sera un pari réussi. Et ça va permettre, dans les territoires, la création d'industries, d'artisanats, qui permettront à nos populations de pouvoir se procurer des produits locaux ici, de même qualité que les produits achetés en Chine ou ailleurs, et également à bon marché. Parce que également, ça c'est un défi. Il ne s'agit pas de les produire pour les produire, mais il faut également les produire en tenant compte de la compétitivité qu'offre le marché international. Et ça, pour ce faire, il faut s'appuyer sur les ressources humaines, c'est-à-dire le capital humain, qui doit être bien formé. Également, j'imagine qu'on ne l'a pas abordé, mais il pourra y revenir, sur également les technologies, parce qu'un pays aujourd'hui ne peut pas se développer sans technologie. Il y a une partie où l'on aborde le plan d'aménagement numérique au niveau du document, pour que l'ensemble du territoire s'intègre dans une mouvance qui est cohérente et qui permet aux différents acteurs d'exprimer leurs compétences, leur manière de faire pour pouvoir en fait réduire le gap qui nous sépare des étrangers. Oui. Dans cette mouvance, vous parlez de la création de centres secondaires stratégiques. En quoi ces centres peuvent-ils lutter contre le chômage des jeunes? Vous savez, nous avons la chance d'avoir la compagnie sucrière sénégalaise qui est aujourd'hui à l'origine de la viabilité de la commune de Richard Toll. C'est à cause de c'est grâce, autant pour moi, à la compagnie sucrière sénégalaise que Richard Toll aujourd'hui est une ville vraiment viable, qui est capable en fait de s'auto-gérer en réalité, notamment dans la création d'emplois, notamment dans sa gestion au quotidien et tout. Maintenant, il y a aussi la station balnéaire de Saly qui a permis le développement fulgurant de Mbour. Nous nous sommes dit, nous avons énormément de ressources à l'échelle du pays. Je donne l'exemple des pots et cuirs régulièrement. Nous avons eu à y travailler tous les deux dans le cadre de ce plan aussi. Vous savez, aujourd'hui, Touba est un territoire de production de peau. Et les produits, les peaux que produit Touba aujourd'hui suffisent largement pour la sous-région ouest africaine. Maintenant, nous avons constaté aussi que le Sénégal est un territoire, le Sénégal consomme énormément de produits dérivés de peau. En 2011, les ballons de foot, les babouches, les fauteuils en cuir, dans les véhicules, dans nos salons, et tout ça faisait quasiment 390 milliards. Vous savez, comme il l'a dit tantôt, le fait d'acheter des produits venant de l'extérieur, c'est comme si on sous-traitait nos emplois en fait. Plus on achète de l'extérieur, moins on crée d'emplois. Maintenant, si on réussit à fabriquer nous-mêmes
à transformer cette peau en cuir, on peut faire du Sénégal un hub en cuir. Et si on réussit en fait le troisième palier, en faisant nous-mêmes nos millions de babouches que nous portons les vendredis, que vous voyez devant les mosquées les vendredis, qui nous viennent du Maroc, si on réussit à fabriquer les 70% à travers ce triangle vertueux de Touba, Dara, Linguère, Ngaye Mékhé, on aura réussi à créer beaucoup d'emplois et aussi à réduire une partie du déficit de la balance commerciale du justement, Sénégal. Qui est une zone où on fabrique des chaussures. Certains pensent même qu'aujourd'hui que l'armée sénégalaise aurait pu aller à Ngaye Mékhé s'approvisionner en bottes, en cuir. Est-ce que justement votre plan avec le pôle cuir Touba, ça peut être une zone d'industrialisation? Voilà, vous savez, je reviens toujours au président de la République. Comme lui, il part d'un diagnostic. C'est comme un médecin qui a eu à détecter la maladie de notre pays et qui a compris que cette maladie, pour la guérir, en fait, il faut une transformation structurelle. Et cette transformation passe forcément par la capacitation dans un premier temps. Parce que Ngaye, c'est un territoire d'expertise, en fait, d'ingénierie. Mais le problème de Ngaye, c'est le fait que le métier lié au posé cuir, c'est un tout petit peu ethnicisé. C'est souvent des familles qui gèrent ça. Et il arrive des fois que pour fabriquer une seule paire de chaussures, que cela prenne beaucoup de temps. Et alors que les Chinois, les autres pays, en une demi-journée, ils peuvent fabriquer via une petite usinette des milliers de chaussures en fait. C'est la raison pour laquelle le président a insisté, d'où la pertinence de sa vision par rapport à l'artisanat. Il a dit qu'il faut former les gens, il faut tirer les ressources au pays, former les gens, les pousser à l'innovation pour atteindre en fait en réalité la qualité dont parlait mon cher ami Souleymane, parce qu'il a compris aussi que dans la compétition internationale, dans cette compétition mondiale, la qualité... Mais est-ce qu'il y a une vision claire de l'artisanat au Sénégal? C'est une excellente vision. Le président, d'ailleurs, je ris un peu quand j'entends des gens parler de plagiat par rapport à l'artisanat. Lui, qui avait déjà tracé les contours de ce plan depuis 2012, c'est le président de la République qui a été le premier à parler au Sénégal ici du développement territorial. Et qui dit développement territorial dit forcément s'appuyer sur les ressources de chaque territoire et former les personnes qui sont à côté de chaque territoire et identifier, exploiter, valoriser toutes les ressources territoriales pour en faire en fait un bien collectif. Maintenant, l'artisanat a de grands jours devant nous. Oui. Tantôt vous disiez que la plupart des jeunes quittent les régions pour venir s'installer à Dakar faute de perspective. Est-ce que les centres agro-industriels peuvent être un palliatif pour ces jeunes? Mais bien sûr, Alassane, moi je peux donner l'exemple de Touba. Touba, nous avions effectué une étude économique pour essayer de voir l'impact de l'événement qui est le Magal sur l'économie du Sénégal. Et dans les recommandations en fait, du rapport, on a mis que le Magal doit être le principal outil d'industrialisation de toute la région de Diourbel par les dynamiques de consommation qui s'y produisent. Et pour ça, quand vous parlez de zones agro-industrielles, c'est dans ce sens où on peut le mettre parce qu'il y a suffisamment de ressources dans la région de Diourbel pour pouvoir mettre des zones agro-industrielles qui permettront aux jeunes de pouvoir y développer des activités agricoles et industrielles qui le mettent en relation avec les besoins du Magal. Est-ce que vous voyez? Et ça, on a dit dans le rapport, il faut N choses. Donc, la première chose, c'est que l'État, en tant que organisateur de la vie nationale, l'État doit mettre le cadre institutionnel. Et le cadre institutionnel aujourd'hui, je m'en réjouis quand je pars à Touba et dans les autres villes comme Kaolack, vous voyez que le cadre institutionnel commence à prendre forme.
Il y a les antennes de toutes les grandes agences au niveau national qui sont dans ces régions, qui permettent aux jeunes qui sont là-bas d'avoir des interlocuteurs valables, pouvant les aider à développer leur projet. Maintenant, il y a la question de la formation, le directeur en a parlé. Fondamental, oui. Il faut former les jeunes. Vous savez, la théorie économique est formelle, Alassane. 2 économistes ont obtenu le prix Nobel d'économie sur la base de leurs travaux par rapport au capital humain. Il s'agit de Gary Becker, qui a été primé grâce à sa contribution à éclairer la théorie sur l'importance du capital humain. C'est la formation. Il y a également Theodore Schultz, lui aussi prix Nobel d'économie, par rapport également à ses travaux sur le capital humain. Et pour dire que le capital humain est au cœur des dynamiques de développement. Si nous voulons que notre artisanat, ou bien que nos jeunes puissent être porteurs de projets dans des zones agro-industrielles, il faut réussir le pari de la formation. Et pas n'importe quelle formation. On ne parle pas de formation générique. La formation générique, aujourd'hui, on l'a prouvé dans pas mal de pays africains, ça ne débouche sur aucun emploi. Mais on parle d'une formation taillée sur mesure qui répond à des besoins concrets d'un marché au niveau territorial. Et ça, je crois qu'avec l'intelligence des antennes de l'État dans nos territoires, on est en mesure de le faire. Si on règle la question du portage institutionnel, on règle la question de la formation. Maintenant, il reste une question essentielle parce que le marché existe, c'est l'accompagnement financier. C'est comment faire de sorte qu'une fois que j'ai mon projet, que je suis bien formé, que je suis bien capacité, que je puisse trouver les ressources pour commencer mon activité. L'État a voulu, à travers la DER, voyant que les tracasseries administratives au niveau des banques ou des mutuelles d'épargne étaient souvent insurmontables pour de nombreux jeunes, ou bien les taux d'intérêt étaient quasiment prohibitifs, l'État a imaginé un mécanisme très simple, de fonctionnement très simple, pour booster l'entrepreneuriat. Il s'agit de la DER. Et la DER a montré effectivement que c'est un moyen efficace pour accompagner les jeunes, surtout dans l'industrie, dans également les activités agricoles, mais également dans les services. Mais au-delà de ça, au-delà de la DER, qu'on doit appuyer, il faut également booster d'autres leviers. La finance est là, les banques également sont là. Il faut une conjugaison de l'ensemble de ces instruments pour pouvoir faire du crédit une réalité dans nos territoires. Et tant qu'il n'y a pas de crédit, parce que j'ai vu dans le documentaire un aspect qui est extrêmement important, on nous dit que les collectivités territoriales, aujourd'hui, n'ont pas de ressources. Alors, si ces collectivités n'ont pas de ressources, mais il faut les appuyer sur le plan du financement par rapport aux acteurs qui y travaillent, pour leur permettre de collecter davantage d'impôts. Et ça, c'est un levier qui permettra de créer des ressources importantes sur place. Et donc, l'agro-industrie, ou bien les activités agricoles, sont aujourd'hui d'excellents moyens pour lutter contre ça. Et je donne l'exemple de Touba. À Touba, vous savez que avant le Magal, il y a un pic au niveau du port autonome de Dakar sur l'importation de riz. Il y a un pic au niveau du port de Dakar sur l'importation de lait, sur l'eau, sur le gaz, d'accord, sur l'oignon, sur les fruits, sur beaucoup de domaines et de consommation. Il y a des pics à l'aéroport Blaise Diagne et avant à Léopold Sédar Senghor. Il y a également des pics qui montrent que c'est un événement qui draine des foules extrêmement importantes. Et quand nous sommes allés pour voir ce qui se faisait dans le cadre du Hajj, parce que c'est la même configuration, la religion étant une ressource qui est implantée sur un territoire. On est allé voir les ressources que génère le Hajj au niveau de l'Arabie Saoudite. On a vu que rien que pour le Hajj fait travailler en temps plein plus de 120 000 personnes à Riyad. 120 000 personnes travaillent à temps plein uniquement pour l'organisation du Hajj. On ne parle pas maintenant d'emplois dérivés, d'accord, qui font travailler d'autres entreprises ou d'autres personnes qui ont des emplois. Justement, c'est sur ce point bien précis que je voulais interpeller le directeur par rapport à la cohérence qu'a son plan vis-à-vis des différentes structures mises en place par l'État du Sénégal, l'ADER, le secteur privé sénégalais. Parce qu'on a le constat qui a été fait que c'est les privés sénégalais, la plupart d'entre eux n'investissent pas à l'intérieur du pays.
Que faut-il faire pour qu'ils puissent investir à l'intérieur du pays en s'appuyant sur votre plan? Voilà, vous savez, le constat était général quand on est arrivé. On avait constaté que le Sénégal ne disposait pas suffisamment de banques de développement. Il y avait énormément, je parle sous le contrôle de mon ami, qu'en réalité, il y a beaucoup de banques commerciales en réalité. Et qui dit développement, on parle de crédit, de financement des activités et tout cela. Nous nous sommes dit, il faut accompagner dans ce plan le secteur privé. Et comment? Il faut aider le secteur privé, surtout sénégalais, en impliquant la diaspora aussi, en identifiant l'ensemble des ressources de ce pays, en montrant que nous pouvons, par de petites industries, par l'artisanat, par beaucoup d'activités au niveau des territoires, par de petits moyens, on peut développer ces territoires-là. Et c'est ça le développement territorial. J'avais parlé des posés cuir à Touba. On peut fabriquer aujourd'hui nos cadenas, nos clous et tout ce qui est dérivé de métal aussi au niveau de Bafeto à Kédougou. On peut aussi, par rapport au gaz et le pétrole qui vont venir, qui vont aider à baisser les coûts de production. Tout cela rentre dans une organisation parfaite de l'espace pour pallier, pour corriger, pour insuffler en réalité le développement économique au niveau des territoires. Parce qu'une commune qui se développe s'autogère en réalité. Et en s'autogérant, de par son système productif local, fonctionnel, permet de créer des emplois, permet de payer les travailleurs de la commune, permet aussi de gérer en réalité tous les services qui sont au niveau de chaque territoire. Et on a l'habitude de dire, c'est un ami, un professeur, Bernard Pecker, qui avait l'habitude de dire, oui, l'association des égoïsmes individuels peut faire le bonheur collectif. Si chaque commune fait ça, s'organise, organise en fait son système productif local, crée ses propres activités et tout cela, ça permet de façon générale de développer ce pays. Comment faire pour que les privés puissent être convaincus pour venir investir? À partir du plan se disant par exemple dans la localité de Louga qu'il y a des matériaux qui peuvent faire des verres comme ça. Ouais, et venir investir. Comment ils doivent faire? Il y a le silice en fait, à Lompoul et autres, jusqu'à Fasbo et autres. Nous consommons, comme il l'a dit, comme le plan l'a dit aussi, le documentaire l'a dit, beaucoup de produits qui nous viennent en fait des autres pays alors que nous pouvons les fabriquer ici. Maintenant, l'État a réalisé ce plan, l'État a montré là où se trouvent les ressources. L'État est en train de mettre en place un certain nombre de mécanismes et d'outils pour permettre au secteur privé de fabriquer lui-même en fait ces produits. L'ADER est là pour financer ces activités. Il y a d'autres fonds aussi qui sont là pour le financement de ces activités. Maintenant, il faut que les Sénégalais aussi comprennent que le rôle de l'État n'est pas de créer de l'emploi, mais le rôle de l'État, c'est de mettre en place, de réunir toutes les conditions nécessaires pour que les Sénégalais, le secteur privé ou autres, puissent créer eux-mêmes leurs activités en réalité. Ouais, nous sommes dans un monde connecté, comme on dit, digitalisé. Le plan prend en charge de cette partie bien précise. Comment justement booster le numérique sur le plan territorial? Bon, je pense que moi, en tant qu'économiste, ce que je peux dire sur le numérique, c'est qu'aujourd'hui, c'est incontournable et que tout aménagement du territoire doit prendre en compte l'aménagement numérique, parce qu'aujourd'hui, la plupart des activités économiques se font sur la base du numérique. Et il faut fondamentalement améliorer par des innovations le plan d'aménagement numérique pour permettre une meilleure circulation de l'information et des technologies à travers le territoire. Et de permettre également, parce que le numérique c'est également une ressource, ça permet également aux acteurs économiques d'utiliser d'autres process ou d'autres ressources qui se trouvent ailleurs pour pouvoir les développer
les développer chez eux. Et donc, le numérique également permet également ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire le fait d'apprendre par l'exemple. Parce que, il y a par exemple, hier, j'ai vu en fait un costume sur WhatsApp. Je montre au tailleur, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez coudre ce costume? Il me dit, oui, ça, je suis capable de faire. Donc, c'est par l'image. Donc, il regarde et il est capable de le reproduire. Et c'est à ça que sert en partie le numérique. Ça permet en fait une meilleure fluidité des informations, des process pour améliorer la productivité au niveau national. Et ça, le directeur est très sensible parce qu'aujourd'hui, tous les pays qui se sont développés l'ont fait sur la base de technologie. Vous avez parlé tout à l'heure du cure-dent, mais le cure-dent, pour le faire, il faut une technologie. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un cure-dent. Il faut l'apprendre et utiliser une technologie appropriée pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des biens consommés par les Sénégalais, il faut véritablement une bonne maîtrise des technologies. Il a parlé du cuir. Nous, dans notre étude, on a montré qu'à Touba, durant le Magal, il y a plus de 150 000 ruminants qui sont sacrifiés. Alors, cette ressource qui constitue les écornes, la peau des animaux et d'autres substrats qui accompagnent les dépouilles peuvent être utilisés pour la confection, par exemple, de chaussures, comme il l'a dit, mais en utilisant les technologies. Parce que si on est toujours à l'ère de la production il y a 30 ans, on ne pourra pas être compétitif par rapport aux pays qui utilisent des machines très sophistiquées qui peuvent vous produire 30 000 paires en 1 heure de temps. Donc, celui qui le fait, il gagne par rapport aux économies d'échelle. Alors que si vous faites une paire par jour, ça ne suffit pas pour vous nourrir. Parce que vous n'aurez pas suffisamment d'économies d'échelle pour pouvoir se développer. Et ça, c'est quelque part la technologie qui le permet. Et c'est là où l'accompagnement de l'État est extrêmement important. On a aujourd'hui l'ADIE. Je crois que l'ADIE également est un instrument de l'État qui doit accompagner ce plan pour une meilleure organisation du numérique sur l'espace national. Et ça permettra aux différentes entreprises établies dans les tréfonds du Sénégal de ne pas se couper de l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez Internet, vous êtes connecté à la réalité. Mais sans Internet, vous êtes dans le flou. Et donc, ça permet aujourd'hui quasiment aux différentes activités de pouvoir se développer sur le territoire national. Ce plan n'est pas seulement que sur le plan numérique, il est aussi sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans un pays comme le Sénégal, entouré par une insécurité au nord du pays, au Mali, la situation un peu dans les Guinées, entre autres. En quoi ce plan gère cet aspect bien précis? Permettez-moi, Alessandre, juste de compléter par rapport au plan d'aménagement numérique. Le plan, en quelque sorte, c'est ça aussi en réalité. Et on est allé même jusqu'à proposer, dans le cadre des outils de mise en œuvre, il y a ce qu'on appelle l'Observatoire national des territoires. Et cet observatoire permet de suivre l'évolution spatiale, l'évolution démographique et tout cela. C'est pour nous aider quasiment à ne plus perdre des emprunts. Il y a ce qu'on appelle le visa de localisation. Cet observatoire nous permet aussi d'effacer, d'interdire carrément les délits d'initiés. Je voulais compléter par ça. Mais par rapport à la sécurité, vous savez, auparavant, l'aménagement du territoire mettait beaucoup de temps pour l'organisation sécuritaire de l'espace. C'est les nouvelles générations d'aménageurs qui ont compris que la sécurité, c'est l'économie d'abord. Parce qu'en sans économie, la sécurité ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a cette tournure-là. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal, nous avons fait de telle sorte qu'on soit, par rapport à ce plan, que le Sénégal soit autonome sur le plan des infrastructures, sur le plan de la formation, sur le plan de la maîtrise de son territoire en réalité, et sur le plan aussi d'augmentation des effectifs dans l'armée, dans la police, dans les sapeurs-pompiers et une bonne gestion des frontières en réalité en fait. Mais où trouver le point d'articulation de ce plan avec les autres projets mis en place? L'État a mis en place des projets comme le piment, d'autres projets dans les territoires, entre autres. L'articulation, où est-ce qu'on peut la trouver pour que ce plan qui semble transversal puisse toucher toutes les composantes? Bon, je pense que ça, le directeur est mieux approprié pour répondre.
Parce que pour faire ce plan, j'imagine que de nombreuses structures étatiques ont été auditionnées ou on travaille avec vous en étroite collaboration pour la définition en fait, des différentes recommandations. Je crois que l'État, c'est un ensemble, même si il a plusieurs dénombrements, mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre des CRD, ça regroupait en fait l'ensemble des structures étatiques qui permettaient de prendre la vision des uns et des autres et de pouvoir après les mettre en cohérence pour éviter que chacun fasse les choses de son côté. Ça, je l'ai dit sur la politique de l'emploi. Pour éviter ça, il faut une centralité de l'action publique qui est gage d'une meilleure efficacité, parce que ça permet d'avoir un seul candidat, et également de permettre également une meilleure prise en charge des doléances des populations. Et je crois que ce plan ne peut pas ne pas englober l'ensemble de ces projets qui concernent soit les villes frontalières ou les aspects de la sécurité, l'économie, la santé, le social également. Je crois que c'est un début. C'est pourquoi je réitère personnellement, en connaissant le directeur général, Mamadou Djigo, mes félicitations. Parce que, étant universitaire, je sais à peu près la charge de travail qu'il a nourri pour pouvoir réaliser un tel document. C'est pas simple, c'est des choses extrêmement complexes qu'il faut mettre en œuvre et souvent, le reportage l'a montré, ça fait 20 ans ou plus qu'on l'a programmé. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait durant tout ce temps-là? C'est parce qu'également les choses ne sont pas simples. Donc avoir ce plan est un point de départ. Justement, est-ce que la loi prévue, la loi d'orientation prévue au mois d'avril prochain permet effectivement de mettre ce plan en œuvre parce que c'est ce qui a manqué aux autres plans, qui n'était pas une loi? C'est une décision du président de la République en fait. C'est lui-même qui a dit qu'en fait de vulgariser ces temps-ci le plan, ensuite au mois d'avril qu'on vote carrément la loi. Maintenant, je reviens un peu par rapport au PUMA et aux autres programmes que le président avait mis en place. Vous savez, le président, c'est quelqu'un de très intelligent. Quand il a été élu, il savait que élaborer un plan, ça prenait du temps. Il a dit, en fait, il nous faut un plan d'organisation spatiale. C'est vrai, ça va prendre du temps, mais il faut l'élaborer pour l'intérêt supérieur de cette nation. Maintenant, en attendant que ce plan termine, il a mis en place des programmes d'urgence pour régler les urgences, en disant à l'équipe qui élaborait le plan, parce que quand même le plan, je l'ai dit tantôt, c'est toutes les structures de l'État, c'est l'administration territoriale, ce sont les élus, ce sont les universitaires, en fait. C'est quasiment en fait toute la crème de ce pays qui a eu à participer à l'élaboration de ce plan. On retrouve le PUMA dedans, on retrouve le PUDC dedans, Promoville et tous les autres programmes sont dedans. Mais il avait dit tout ce qui relève de l'urgence, il faut le régler avec un programme d'urgence. Mais que tout soit articulé de façon systémique autour de ce plan. Parce que ce plan, c'est en fait le réceptacle spatial du plan Sénégal émergent et de l'acte 3 de la décentralisation. Voilà, du coup, toutes ces questions-là ont été réglées dans ce sens. Maintenant, par rapport à la loi, c'est vrai que le premier plan, qui n'était pas mauvais, qui était bon, a eu de grosses difficultés de mise en œuvre. Les raisons, il y en a qui disent que ce sont des raisons politiques, parce que 3 ans après l'élaboration du premier plan, ils n'avaient pas eu le temps de voter la loi et les préconisations de l'ancien plan n'étaient pas suffisamment mises en œuvre, ce qui a occasionné le déséquilibre que nous voyons, les installations dans des zones inondables, les embouteillages monstres que nous vivons aujourd'hui, les ressources mal exploitées, la dégradation de l'environnement. Nous avons perdu beaucoup de forêts, nous avons eu à faire énormément de découpage des communes, des communautés rurales avaient été créées qui n'obéissaient pas des logiques d'organisation spatiale. Et tout cela, en fait, c'est le fait qu'il n'y avait pas de loi. Maintenant, le président l'a compris, il a dit qu'il faut mettre en place une loi pour que tout soit opposable aux tiers, que tout
soit dans un cadre bien formel pour tout le monde. Ensuite, mettre en place un observatoire national des territoires pour suivre le dynamique. Et cet observatoire, en fait, c'est le numérique, c'est la technologie qui nous permet, en fait, de rester à Dakar aujourd'hui et de superviser ce qui se passe à Matam, ce qui se passe à Kédougou, ou bien d'être à Kédougou, de savoir ce qui se passe à Dakar, avec la dématérialisation et tout ce qui va avec. Il est allé jusqu'à dire aussi, nous avons des complications par rapport à la gestion foncière. À chaque fois, quand on veut mettre en place une infrastructure, que ce soit une autoroute, une voie ferrée ou autre, l'État paye des milliards pour des impenses, en fait, pour indemniser des populations. Il a dit, en fait, d'ici 2035, nous allons construire beaucoup de routes, beaucoup de rails, des universités, et tout cela, il faut sécuriser par ce qu'on appelle les zones d'aménagement différées dès à présent, pour que demain, si l'État se lève pour construire son université, il n'aura pas à payer X personnes ou Y personnes et tout ça. Voilà, il y a ça qui est derrière cette loi d'orientation pour l'aménagement du territoire. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Monsieur Mamadou Djigo, directeur général de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est aussi le maître d'œuvre du plan d'aménagement et de développement territorial, le PNDT. Merci aussi à Soleil Assoudiagne, économiste, qui t'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci, au revoir.